qui est dans le fond le véhicule le plus complexe que General Motors a jamais commercialisé. C'est le véhicule le plus puissant qu'on a essayé sur la chaîne CarPop. Ça n'a pas de logique. Salut, je suis ici, là, comme d'habitude, Charlie Pop pour CarPop et aujourd'hui, le GMC Hummer EV Omega. On ne pouvait pas y aller avec le régulier, il fallait aller Omega, absolument. Donc, c'est quoi le GMC Hummer? Bien, pour commencer, il faut parler tout simplement Hummer et donc AM General. Donc, c'est quoi AM General? Ben, c'est une compagnie qui fait de l'équipement militaire pour l'armée américaine et à la fin des années 80, il remporte une offre d'achat pour la création d'un nouveau véhicule militaire nommé le Humvee. L'armée américaine va se procurer le Humvee et on va le voir apparaître énormément à la télévision durant la guerre du Golfe. C'est un véhicule qui va marquer l'histoire de la guerre du Golfe puisque ça va être la première situation où on va utiliser le Humvee. Ce qui va vraiment déclencher Hummer, c'est Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger était en tournage en Oregon et il aperçoit un convoi militaire avec des Humvee à bord, arrêtés au bord du chemin et il arrête pour regarder le véhicule et il est en admiration. Il adore le design du véhicule et va se diriger chez AM General et il va leur dire « I need your clothes, your boots and your Humvee ». Et donc en 1992, AM General lance le Hummer, une version civilisée du Humvee. Le Hummer va connaître un assez bon succès, mais on a un prix de vente assez élevé, environ 150 000 US à l'époque, ce qui est environ l'équivalent de 300 000 aujourd'hui. Et pourtant, les acheteurs sont là et ils l'achètent. Ils adorent le look, ils adorent la robustesse du véhicule. C'était des véhicules excessivement solides. Et ils aiment aussi le côté archaïque du véhicule qui vient amener un certain engouement à la conduite. À la fin des années 90, voyant l'engouement pour le nom Hummer, GM décide de racheter le nom Hummer et va continuer de vendre le Hummer sous le nom de Hummer H1. Dans le fond, GM va s'occuper de tout ce qui est commercialisation du véhicule et AM General va continuer de son côté à fabriquer des versions civiles du Humvee. GM, en collaboration avec AM General, vont développer le H2 et le H3, des versions beaucoup moins dispendieuses que le Hummer H1 et aussi beaucoup plus civilisées. Et ces véhicules-là vont connaître un certain succès jusqu'à la hausse de prix du pétrole. Le carburant à l'époque est monté à environ 1,30, 1,40 le litre et les 22 litres au 100 du Hummer H2 et les 18 litres au 100 du Hummer H3, ben ça coûtait très cher à l'époque à rouler et résultat, l'engouement pour la marque va s'écrouler. En 2006, on met fin à la commercialisation du Hummer H1 après plusieurs années de succès. Et en 2008, on annonce que Hummer est en difficulté et on est en décision si on vend la marque. En juin 2009, on sait ce qui arrive chez GM. GM déclare faillite, se met sous la protection de la faillite et plusieurs marques vont être appelées à disparaître, mais le nom Hummer garde un certain intérêt et il y a une possibilité que le nom se fasse racheter. Une compagnie chinoise du nom de Tenzong est très intéressée à racheter le nom pour environ 150 millions de dollars, mais finalement, en 2010, tout s'écroule, plus personne ne veut le nom Hummer et GM ferme la compagnie. Hummer n'existe plus. Les années s'enchaînent et on sait que GM prend le virage électrique et ils se disent qu'ils ont besoin d'un vaisseau amiral pour guider la transition électrique, un véhicule qui va amener un grand nombre d'innovations et qui va être d'une complexité technologique époustouflante. Et GM décide donc de ramener le nom Hummer et c'est au milieu de l'année 2019 qu'on nous annonce le retour du Hummer en version électrique. Et c'est finalement pour le millésime 2022 qu'on lance le GMC Hummer. Je tiens à préciser, maintenant, c'est le GMC Hummer et non juste le Hummer. Et donc, on arrive avec ceci en 2022, ce véhicule qui est dans le fond le véhicule le plus complexe que General Motors a jamais commercialisé.
On se retrouve avec un véhicule aux proportions gigantesques, avec des capacités hors route extrêmes et des puissances extrêmes. Tout est extrême dans ce véhicule-là. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on va faire le tour du GMC Hummer EV Omega. Je vais vous présenter l'extérieur, l'intérieur, la mécanique. Ensuite, on va aller en essai routier et finalement, on va jaser prix. J'ai emprunté ce véhicule à un de mes abonnés. Et si je peux essayer votre véhicule, vous pouvez m'écrire à l'adresse courriel en bas ou via notre page Facebook CarPopQC. Pas besoin que ce soit un véhicule neuf. Si vous avez un Hummer H1, c'est sûr je veux l'essayer. Donc écrivez-moi, j'attends de vos nouvelles. Débutons par l'extérieur. Le premier Hummer H1 était énorme, gigantesque, carré, et bref, il ne passait pas inaperçu. Et le nouveau Hummer, on arrive encore avec ça. On a un véhicule qui est très carré, énorme et qui ne passe pas inaperçu. D'ailleurs, au courant de la présentation extérieure, je vais le laisser en mode hors route pour faire comprendre ce qui se passe. Et vous allez voir, ça va être très pratique pour les prises de vue. À l'avant du Hummer EV, bien, comme on peut voir, on a 3 lumières sur le plafond. C'est parce que le véhicule est tellement large qu'il est obligé d'avoir ces 3 lumières-là pour indiquer aux autres véhicules qu'il est plus large que la moyenne. On a également un pare-brise très petit, très carré, avec un petit Hummer dans le coin. Et étant donné que ce pare-brise-là est plus large que haut, bien, on a 3 balais d'essuie-glace pour l'essuyer. Donc oui, on a 3 essuie-glaces, un peu comme un Toyota FJ Cruiser. Le capot a plusieurs bosses et un look très musclé qui nous rappelle celui du Hummer H2, mais également celui du Hummer H1. Et on a cette bande lumineuse ici, qui, dans le fond, on a les phares à chaque extrémité et on a le Hummer éclairé. Et ça nous rappelle le Hummer H1 avec ses phares à chaque extrémité et des lignes pour la calandre qui partaient d'un côté à l'autre du véhicule. Ça vient faire un rappel à celui-ci, mais modernisé et futuriste, c'est vraiment réussi. On a également un énorme pare-choc noir avec les phares anti-brouillard de chaque côté qui viennent donner un look très hors route au véhicule. Et on a ce gros morceau de protection en métal et en plastique avec 2 crochets énormes qui sont intégrés et après lesquels je peux faire du sport. Et il ne faut pas oublier également qu'on a notre logo GMC juste ici. Et c'est un des seuls logos GMC sur tout le véhicule. Sur le côté du Hummer, la première chose que l'on remarque, c'est les dimensions. C'est encore très gros. Et ici, on a la version pick-up qui est un peu plus longue que la version SUV. Donc, on a une boîte de 5 pieds qui vient rallonger le véhicule. C'est très, très long. La deuxième chose qu'on remarque, bien, on est en mode hors route. C'est la garde au sol. On est en mode extract, dans le fond. C'est quand on est pris, on peut soulever la suspension au maximum de débattement pour pouvoir extraire le véhicule d'une situation fâcheuse. On a 406 mm de débattement à l'heure où on se parle. 406. Pour vous donner une idée, un Bronco Raptor, qui est le deuxième véhicule le plus haut sur le marché en ce moment, c'est environ 330. Donc ça, c'est 70 mm plus haut qu'un Bronco Raptor. On remarque encore une fois la fameuse ligne Hummer très carrée, une petite fenestration, des ailes bombées avec un tour d'aile noir qui fait le tour du véhicule et qui s'en va jusqu'à l'arrière. Et on a ces gros marchepieds très robustes qui vont protéger le côté du véhicule quand on fait du hors-route dans les roches. On remarque également le profil aérodynamique. Pour un véhicule électrique, ben, GM a fait aucun effort là-dessus. Le but du Hummer, c'est pas d'être le plus efficace possible, mais c'est d'être un Hummer, c'est-à-dire franchir tout et être d'une robustesse incroyable. Et on voit que c'était pas le but de GM d'avoir un véhicule avec un profil aérodynamique très compétent. On a également un logo Hummer EV, donc HEV, et on a cette couleur qui vient avec le pack Omega. C'est un bleu mat, c'est super beau et ça vient donner un look très robuste au véhicule. Parlons de nos roues, la version Omega vient avec 6 roues aussi, elles sont magnifiques. Et comme vous pouvez voir, on a 8 écrous qui tiennent la roue, pas 5, 8. Côté pneus, les versions régulières du Hummer ont du 305 55 R22. Ça coûte un bras et une jambe à remplacer. En fait, c'est introuvable en ce moment. Je vais avoir le prix probablement d'ici à ce que la vidéo sorte. Sinon, ici, on a du 305 70 R18. La version Omega, le pack hors route, et elle vient avec ces roues-là qui, dans le fond, est plus performante pour faire du hors-route. Plus on a de flanc, plus c'est performant pour faire de la route. Et donc, ça coûte environ 2000 $ remplacer les pneus sur ce véhicule-là. Ceci étant dit,
on peut en trouver des pneus de hors-route homologués hiver. Malheureusement, ici, ce n'est pas le cas. Et comme j'ai dit, 305 de pneus pour un véhicule électrique, ça ne sera pas efficace pour faire des longs trajets. Et c'est pas le but du Hummer. Encore une fois, on a un pneu de hors-route de 305 de large. C'est pas le but d'avoir une économie d'énergie et de faire la plus longue distance possible avec ce véhicule-là. Par ailleurs, le Hummer H1 est équipé d'un système pour dégonfler et gonfler le pneu intégré à la roue. Ça brisait tout le temps, mais vous pouviez dégonfler et gonfler les pneus sans débarquer du véhicule. Ici, on n'a pas ça, mais on peut demander au véhicule quelle pression de pneu on veut. Il va klaxonner quand on l'atteint. Donc, en ce moment, on est à la pression requise pour faire de la route. Mais admettons qu'on voudrait baisser ça à 20 PSI. On dit au véhicule, mets ça à 20 PSI. Et dans le fond, on dégonfle le pneu et le véhicule va klaxonner rendu à 20 PSI. Et la même chose pour l'inverse. Si on veut regonfler le pneu à 30 PSI, ben on dit au véhicule à 30 PSI, klaxonne-moi, et on regonfle, et rendu à 30 PSI, le véhicule va nous klaxonner. À l'arrière du Hummer, on a encore une fois les 3 lumières qui sont obligatoires vu les dimensions du véhicule. On a également une très petite lunette arrière, c'est assez surprenant. Et on a cette espèce d'arche ici qui a donné un look un peu plus dynamique au véhicule. Les phares arrière sont en colonne, un peu comme les Hummer H2 et H3. Et on a décrit en gros Hummer EV avec un deuxième logo GMC. C'est les deux seuls logos GMC dans tout le véhicule. Également, on a un très gros pare-choc en métal très solide avec de gigantesques crochets qu'on peut venir agripper si on est pris en situation de hors-route. Et évidemment, tout le dessous du véhicule est protégé et on peut apercevoir les énormes tables de suspension de ce véhicule-là. Tout est exagéré sur ce véhicule. Parlons un peu de l'ouverture de la boîte arrière. On a un bouton ici qui est caché pour ne pas briser la ligne. Et dans le fond, on vient ouvrir ici. Et comme vous pouvez voir, on a une boîte de tout juste 5 pieds. Ça va convenir à la plupart des acheteurs de camionnettes, puisque la plupart achètent des camionnettes avec des boîtes de 5 pieds. Mais ça ne conviendra pas aux grands travailleurs, ceux qui ont vraiment besoin d'une camionnette. De toute façon, au prix que c'est, ça m'étonnerait qu'ils en achètent une. On a également une prise de courant qu'on peut se brancher dessus. Donc, en cas de panne de courant ou peu importe, on peut utiliser cette prise de courant-là. Et on a des ampoules pour éclairer l'espace cargo. Et la raison pourquoi je voulais vous le montrer ici, c'est que, regardez, en ce moment, on est en mode stationnement, donc le véhicule est au plus bas possible. Et regardez la hauteur qu'il faut grimper les choses. D'habitude, une boîte de pick-up, ça arrive un petit peu plus bas que ça. Ici, ça commence à être haut. Et le jour que je vais faire une vidéo sur le GMC Hummer VUS, vous allez voir que là, c'est très, très haut comme espace cargo. Mais ici, déjà, c'est quand même assez haut. On a toujours la fameuse escalier GM. Il faut juste que je trouve le bouton parce que j'ai ouvert la boîte. Et voilà. Donc là, vous dites, Charles, c'est pas un escalier. Et voilà, donc on peut plus facilement accéder à bord, mais la première marche est quand même bonne. Et on a un système de son intégré ici avec fonctionnalité Bluetooth. Donc, si jamais vous êtes sur le bord de la plage ou vous voulez avoir un bon système de son le temps que vous travaillez, peu importe, vous pouvez vous mettre un système de son. C'est vraiment cool. Et en plus, on a des ports USB auxiliaires, donc on peut charger un appareil. C'est excessivement bien pensé. Bon, là, c'est le soir, alors pour faire mon intérieur, ça va pas bien, mais j'ai trouvé un espace, mais il manque de lumière. Et comme vous voyez, on a un plafond vitré. Je viens tirer ici même et ici même, et je peux retirer le toit. Et c'est ce que je vais faire pour avoir un meilleur éclairage pour mon tournage. À l'arrière, j'ai vraiment beaucoup d'espace pour les jambes. C'est fantastique. Et pour la tête, ben là, on n'a pas de toit, mais j'ai amplement d'espace également. Ceci étant dit, à l'intérieur, c'est où est-ce que le Hummer déçoit. Tout d'abord, parlons du panneau de porte. On a une belle poignée solide ici. On a du tissu blanc, ce qui est une très mauvaise idée. Et c'est tout en plastique, malheureusement. Ça rappelle un peu le premier Hummer, qui avait un intérieur vraiment encore beaucoup plus fonctionnel que ça. Mais on se sera attendu au prix demandé. On est bien au-dessus des 100 000 $ d'avoir une meilleure qualité de finition. Même chose pour les bancs. Les bancs sont en tissu blanc et noir. Et encore une fois, pour le prix demandé, on se serait attendu au moins à avoir du cuir. Je veux dire, on est dans les prix d'un Cadillac Escalade ou d'un Denali Ultimate. Et on a ça à l'intérieur. C'est un peu décevant. D'ailleurs, la banquette arrière, très droite et une assise très courte, malheureusement pas très confortable. Ça va faire le travail pour les enfants, mais pour les adultes, c'est un peu juste. Et on a un espace de rangement par ailleurs dans celle-ci, ce qui est très bien pensé. À l'arrière, contrôle de climatisation, chauffage, également prise USB et USB-C, un espace de rangement et une autre prise USB-USB-C dans le bas ici. Bref, suffisamment de prises, mais on se serait attendu à une meilleure finition à l'arrière. La présentation intérieure est réussie.
La qualité des matériaux laisse à désirer et la qualité d'assemblage est correcte sans plus. On se serait attendu à un intérieur de meilleure qualité, mais par le passé, les Hummer avaient des intérieurs de qualité carrément douteuse et d'une qualité d'assemblage médiocre. Donc, c'est une grosse amélioration, mais on se serait attendu à plus, surtout pour le prix demandé. Le panneau de porte est joli. Par contre, comme vous pouvez voir, le blanc ici est déjà sali. C'est sûr, malheureusement, qu'en mettant du blanc à cet endroit-là, on va le salir. C'est exactement où le coude va. Également, le plastique, très dur, un plastique entrée de gamme. On aurait aimé ça avoir un plastique haut de gamme, du moins. Et on a des boutons qui proviennent directement d'un produit GM quotidien, un Chevrolet, un Silverado Work Truck, un Sierra Work Truck, et on aurait aimé ça avoir des boutons de meilleure qualité. Même chose pour les boutons ici. On aurait pu mettre des boutons de Cadillac, mais on ne l'a pas fait. Dans le panneau de porte, on trouve ceci. C'est le relief de la Lune et on a une petite botte ici, une petite trace de pied. C'est en référence au voyage lunaire qui a été fait dans les années 60 par la NASA. Pour GM, ce véhicule-là, c'est l'équivalent d'aller sur la Lune parce qu'on a vraiment repoussé les limites de ce qu'on pouvait faire. Et donc, ils ont mis ça comme référence, mais également comme référence au véhicule lunaire qu'ils ont conçu avec Boeing pour envoyer sur la Lune dans les années 70. Donc, un beau clin d'œil à ce moment historique très important. Le siège est un mélange de cuir et de tissu, donc on a du tissu sur les côtés et du cuir au centre, mais on a vraiment un cuir entrée de gamme. On aurait aimé ça avoir un cuir haut de gamme, un cuir à la Cadillac, malheureusement, pour le prix demandé. Ceci étant dit, il est très confortable, on a une bonne assise. On a une bouche d'aération en plastique avec une couleur cuivre qui est très jolie, et on a ce morceau blanc qui part, il traverse la planche de bord, encore une fois pour rappeler le véhicule lunaire, et il est en plastique dur malheureusement, mais c'est très joli. On a sur le côté du volant plein de boutons avec de multiples fonctions. On peut ouvrir la valise avant, la valise arrière, etc., etc. Ceci étant dit, c'est des boutons qui proviennent encore une fois de chez GM. C'est les boutons qu'on va retrouver dans le Silverado EV. On aurait aimé ça avoir, par exemple, un bouton dédié au Hummer ou un bouton un peu plus haut de gamme. Le volant très joli, gainé de cuir. On a des boutons encore une fois qui proviennent d'un GMC Sierra. Et le klaxon est recouvert d'un plastique dur, malheureusement, qui, à mon avis, n'a pas sa place, mais c'est un volant qui est très joli et qui se prend bien en main. L'écran de bord est fantastique. On a plusieurs options. On peut avoir la radio, le GPS, on peut avoir les contrôles du téléphone, etc., etc. Bref, on a plein de choix et on peut aussi avoir des informations sur le véhicule. C'est bien pensé. On peut avoir la puissance aux roues, on peut avoir le temps au démarrage à distance, la qualité de l'air dans l'habitacle, différents aspects du hors-route, comme à quel point le véhicule est penché, est-ce qu'on a barré les différentiels, etc., etc. Bref, on a plusieurs aides à la conduite dans ce tableau de bord et c'est très configurable, c'est très bien réussi. L'écran central est le même que tous les nouveaux produits GM, mais on a mis un fond lunaire et on a vraiment beaucoup de fonctions dans ce véhicule-là et résultat, à cause de ces nombreuses fonctions ajoutées, ben, c'est lent, c'est très lent. J'appuie, on attend, il y a un délai. Bref, on aurait aimé avoir un écran un peu plus vif, comme dans le Blazer, c'est beaucoup plus vite, mais à cause des fonctions qu'on a sur celle-ci, ça vient ralentir l'écran énormément. On a une page dédiée au Hummer, donc on a la page ici, et comme vous pouvez voir, on a différentes options. On peut ici avoir, encore une fois, l'assiette, le roulis du véhicule, la puissance aux roues, un indicateur de force G, auxiliaire 1, 2, 3, 4, 5, 6. On peut brancher les accessoires sur le véhicule et les prises auxiliaires pour les activer sont tous ici. C'est super bien pensé. Donc, on pourrait par exemple avoir une barre de lumière, appuyer sur auxiliaire 1 et l'allumer directement là. GM a très bien pensé à ça. D'autres fonctions dans le mode Hummer, c'est les caméras. On a plein de caméras à l'avant, à l'arrière, vue du dessus à l'avant, etc., etc. Bref, c'est super bien pensé. Ça, c'est pour la boule de remorquage quand on recule. C'est bien pensé. Et on a même un autre menu et on a des caméras en dessous du véhicule pour quand on fait du hors-route. Encore une fois, super bien pensé. Et comme vous pouvez voir ici, elle est sale. Et oui, mesdames et messieurs, on a du lave-glace sur les caméras en dessous du véhicule. Donc oui, il y a des lignes de lave-glace qui traversent le véhicule en dessous pour aller nettoyer les caméras. C'est super bien pensé. Est-ce que ça va être fiable? On va voir, mais c'est bien pensé. On peut également avoir des caméras de remorque. Donc, on peut acheter des caméras chez GM qu'on peut intégrer à notre remorque et donc voir ce qui se passe avec notre remorque. C'est encore une fois super bien pensé. Au bas de cet écran, on a les contrôles de climatisation et c'est tout contrôlable à l'aide des boutons ici. Donc, si on veut lever la température
on utilise ça. Pour avoir accès au contrôle de siège, on appuie ici et on a siège chauffant, siège refroidissant, on réappuie et ça disparaît. On peut synchroniser la climatisation, on peut activer l'air climatisé, etc., etc. Pour actionner les fans, on augmente la vitesse, on diminue la vitesse. C'est vraiment bien pensé et les boutons sont super agréables à utiliser. Je crois que GM a fait une belle intégration ici. On est allé chercher un côté rugueux, un côté hors route, tout en gardant ça esthétique. C'est bien pensé. Et lorsqu'on conduit, c'est ça qu'on voit. Donc, on voit quand même un peu à l'avant. C'est pas parfait, mais c'est bien intégré. Sous ces contrôles, on a une autre rangée de boutons. Celui-ci, c'est pour activer le volant chauffant. Celui-ci, c'est pour barrer le différentiel arrière. Celui-ci, c'est pour barrer le différentiel arrière et avant. Les hasards, contrôle d'antipatinage, radar de stationnement. Bref, c'est bien pensé et les boutons ont un bon feeling. On a l'impression d'avoir des boutons de qualité. Au-dessous, on a des bouches d'aération. Et on a un espace pour ranger notre cellulaire pour le recharger, donc un chargeur sans fil et une prise USB et USB-C. À côté de ça, on a notre levier de vitesse. Donc, on a un vrai levier de vitesse puisque c'est un camion. Donc, on appuie sur le côté reculons, on appuie encore drive. On appuie ici pour remettre au neutre, mais on a un vrai levier de vitesse. Et à côté ici, on a les modes de conduite. Et donc, on tourne la roulette comme ça et les modes de conduite apparaissent. Et malheureusement, comme vous pouvez voir, c'est encore une fois très lent. Donc, on a le Mon mode, qui est un mode qu'on peut mettre sur mesure. Mode hors route, mode terrain. Ça, c'est quand il y a beaucoup de rush, etc., etc. C'est pour du hors route extrême. Et on a le mode normal. Et on a également le mode remorquage, où on peut voir le Hummer remorquer une fusée à l'arrière. Bref, l'animation est le fun. Le seul défaut que je reproche, comme j'ai dit, c'est le délai que ça prend. Également, le délai avant que les modes de conduite se mettent en branle. La suspension pneumatique prend un certain temps. Et c'est comme ça pour toutes les suspensions pneumatiques. Toujours au centre de cette roulette, on a les contrôles pour ajuster la hauteur de la suspension ici. Donc, on appuie ici et on peut ajuster. Là, on est en mode normal. On peut mettre en mode accru, mode extrait et mode stationnement. Et ici, on a les contrôles de direction. On va en reparler un peu plus dans la mécanique, mais on a le mode automatique. On a le mode roue avant. Et lorsqu'on appuie 4 secondes, on a le mode Crab Walk. On va en reparler dans quelques instants de ce mode-là. On va en parler plus dans la mécanique. On a un miroir ici qui a une caméra intégrée, donc pas besoin d'ajuster le miroir et on voit toujours à l'arrière. Ça, j'adore. Il y a de plus en plus de véhicules qui ont ça. Continuez d'intégrer ces fonctions-là. Et GM était un des premiers à avoir un miroir comme ça. J'apprécie vraiment la présentation de l'intérieur après l'écran. On a ce morceau blanc qui est très joli et qui vient donner un look véhicule lunaire. Mais encore une fois, beaucoup de plastique dur, malheureusement. C'est une grosse lacune du GMC Hummer, la qualité de l'intérieur. Pour le prix demandé, ça débute à 130 000 $ et on a un intérieur de produits ordinaires, de produits entrée de gamme. Et on se serait attendu à plus pour 130 000 $. Sur le Hummer original, on n'avait pas besoin d'un levier pour ouvrir le capot. On pouvait l'ouvrir directement. On avait juste enlevé 2 courroies et on pouvait soulever le capot. Ben, sur le nouveau Hummer, même chose, mais version moderne. On appuie sur un bouton caché ici et le capot se soulève. Et il nous révèle le moteur. Parce qu'ici, on est électrique, donc on n'a pas de moteur. On a un espace cargo de 320 litres, à peu près l'équivalent d'un coffre de Honda Civic. C'est excellent. Et à quoi servent ces sacs-là? C'est pour mettre les morceaux de toit. On met nos morceaux de toit ici, on referme les sacs et on a des courroies qui viennent s'attacher ici et on peut donc tenir en place nos morceaux de toit. Résultat, on peut garder notre toit avec nous sans avoir à trimballer des gros morceaux ou quoi que ce soit, sans perdre d'espace dans la boîte à l'arrière. Sous le capot du GMC Hummer, on a le choix entre 2 mécaniques. Les deux sont 4 roues motrices. La première, c'est celle de base. On a 2 moteurs électriques, un à l'avant, un à l'arrière, et ça vient produire 570 chevaux et 780 livres-pieds de couple. C'est déjà amplement suffisant pour déplacer ce véhicule-là. La deuxième option, c'est ce qu'on a ici. On la retrouve dans la version Omega. On a 3 moteurs électriques, 2 à l'arrière, 1 à l'avant, et on a une puissance totale de, attachez votre tuque, 1000 chevaux et 1200 livres-pieds de couple. C'est le véhicule le plus puissant qu'on a essayé sur la chaîne CarPop. Résultat, cette camionnette, dont je vais parler du poids dans quelques instants, est capable de passer de 0 à 100 en 3,3 secondes, ce qui en fait
un des véhicules les plus rapides de 0 à 100 de l'histoire de Car Pop. Par contre, il est limité à 170 km/h à cause des pneus d'en route. On a une suspension indépendante pneumatique aux 4 roues et donc le véhicule change de position selon le mode de conduite qu'on est. En ce moment, on est en mode stationnement, mais voici de quoi ça a l'air, la transition de mode stationnement à hors-route. Également, on a des freins à disque aux 4 roues et on a 4 roues directionnelles. Et oui, mesdames et messieurs, dépendamment de la vitesse où vous allez, vous tournez les roues avant et les roues arrière suivent. Donc, si vous tournez, par exemple, à gauche, les roues arrière vont tourner à droite, ce qui va venir réduire le diamètre de braquage et rendre le véhicule nettement plus agile. On a également le mode Crab Walk. C'est un mode, dans le fond, où on appuie sur un bouton pour activer la direction arrière et on garde le bouton enfoncé et dans le fond, on active le mode Crab Walk. Et ce que ça vient faire, c'est que ça vient tourner les roues arrière dans la même direction que les roues avant. Et donc, on peut faire des genres de dérapage contrôlés sans faire déraper le véhicule. Regardez-moi ça! Niveau batterie, GM a intégré la technologie Ultium. C'est la fameuse technologie qui fait passer la batterie en parallèle en série grâce à des relais et à des interrupteurs et qui permet d'améliorer la vitesse de charge. Ceci étant dit, c'est la plus grosse batterie disponible sur le marché des véhicules électriques avec 246,8 kW. C'est environ 4 batteries de Chevrolet Bolt, mesdames et messieurs. C'est énorme. À elle seule, la batterie pèse 3300 livres, soit environ le poids d'une Honda Civic. C'est incroyable. On annonce l'autonomie dans les meilleures situations avec une telle batterie de 560 km, ce qui en fait le véhicule électrique le plus énergivore sur le marché et de loin. Et le ratio autonomie-énergie consommée est juste complètement ridicule. On parle d'environ 40 kW au 100 km. 40 kW, c'est assez pour faire fonctionner une maison pendant à peu près une journée. Niveau recharge sur le 120 volts, on oublie ça, mesdames et messieurs. C'est environ 5 jours recharger le véhicule. On cancelle ça. Sur le 240, GM parle d'un 10,5 heures pour faire 20 à 80 %. Je suis très sceptique. Je pense que c'est plus autour de 12 heures. Le propriétaire a une charge 240 volts à la maison et il n'est pas capable de le charger au complet en dedans de 24 heures. Donc, je suis très sceptique là-dessus. Et pour une recharge de 20 à 80 % sur une borne de recharge rapide, il faut prévoir environ 1h30 sur une borne de charge rapide. À type comparatif, quand je l'avais fait avec une Tesla, ça l'avait pris environ 25 minutes faire un 20 à 80. Là, on parle de 1h30. Et à cause de son énorme batterie, de ses 3 moteurs, ses énormes pneus, sa suspension, etc., le Hummer EV pèse, attachez votre tuque, 9640 livres. Ça, en métrique, c'est plus de 4,3 tonnes. Ce véhicule est tellement lourd qu'il est plaqué L, comme un Ford F350, mesdames et messieurs. Et pourtant, il ne remorque pas comme un Ford F150. On a 12 000 livres de capacité de remorquage, ce qui se rapproche beaucoup plus d'un F150. Donc, on réalise au final que le véhicule porte bien son nom. Ça demeure un Hummer, ça demeure un véhicule indécent, peu rationnel, avec des caractéristiques qui font à peu près aucun sens. Et résultat, bien évidemment, j'ai hâte de le conduire et c'est ce qu'on va faire à l'instant. Conduire le Hummer EV et j'aime beaucoup la conduite du Hummer EV. C'est un de mes coups de cœur cette année. J'ai également conduit la version VUS et dans les deux cas, je suis vraiment pas déçu. Donc tout d'abord, parlons visibilité. On est très haut, on a de petites fenêtres, mais les fenêtres sont proches, donc à l'avant, ça va. On voit où le devant se termine. Sur les côtés, ça va également. Les angles morts aussi, ça va super bien. À l'arrière, la fenêtre est un peu limitée. On voit à peine où est-ce que le derrière finit, mais on a notre caméra dans le miroir qui vient compenser. Donc, on n'a pas vraiment besoin, au final, d'avoir une bonne visibilité à l'arrière, puisqu'on a cette caméra-là qui compense. Ensuite, niveau insonorisation, c'est pas le véhicule le mieux insonorisé. Et une des raisons, c'est à cause du toit
voix qui se retire, évidemment, ça vient pénaliser l'insonorisation. Ceci étant dit, c'est un véhicule qui est quand même assez bien insonorisé, c'est très acceptable. C'est juste qu'on n'a pas le niveau d'insonorisation qu'on s'attend pour un véhicule de ce prix-là. Également, les pneus, évidemment, 305 $ de hors-route. C'est assez bruyant, merci. Donc, c'est pas le véhicule le mieux insonorisé. C'est un petit peu mieux insonorisé que la moyenne, mais c'est pas du tout comparable à ce qui se fait à ce prix-là. Sinon, j'ai pu le laisser dans un contexte urbain, en plein centre-ville, sur l'heure du dîner. Et c'est assez surprenant comment ce véhicule va bien. Grâce aux 4 roues directionnelles, on a une très bonne agilité, on a un diamètre de braquage très réduit et c'est un véhicule qui est très maniable, ce qui est assez surprenant pour un véhicule de ce format-là. Vraiment, c'est très cocasse se promener en ville avec ça. On ne s'attend pas du tout à ça. Et combiné à ces bonnes reprises et bonnes accélérations, ben, ça en fait un véhicule qui est bien adapté pour la ville. C'est sûr que niveau dimension, c'est encombrant. Faut faire attention autour, c'est pas évident à stationner, mais niveau tenue de route en ville, c'est excellent, ce qui est assez drôle à dire d'un véhicule aussi gros. Côté direction, on a une direction qu'on sent un petit peu la route à travers, ce qui m'a assez surpris. Également, on a un bon poids. C'est sûr qu'un véhicule comme ça, on aimerait ça avoir une direction plus légère habituellement, mais à cause des roues directionnelles à l'arrière, ben, on aime ça avoir une direction qui est quand même lourde parce que c'est un véhicule qui change de direction quand même assez rapidement et donc on apprécie vraiment avoir une direction qui est lourde. Ceci étant dit, c'est pas le coup de volant le plus rapide. Je pense que GM a essayé de diminuer les effets de la direction arrière en rendant le volant un peu plus lent à réagir. C'est-à-dire, il faut quand même tourner beaucoup le volant pour tourner un coin de rue, par exemple, ou pour opérer certaines manœuvres. Et donc, résultat, il faut quand même travailler pour conduire le véhicule. Comme par exemple, tourner un coin de rue, on va tourner le volant environ un 3/4 de tour à un tour complet pour réussir à faire la manœuvre. Donc, c'est pas la direction la plus rapide. Côté tenue de route, c'est assez surprenant comment ce véhicule-là tient bien la route pour ses dimensions. C'est vraiment, vraiment surprenant. Et pour son poids aussi, on sent très peu le poids grâce aux 4 roues directionnelles, encore une fois. C'est assez surprenant et on trouve un certain plaisir à conduire ce véhicule rapidement en virage, ce qui est assez curieux. Je suis pas en train de dire que j'irai faire de la piste avec ce véhicule-là, loin de là, mais il y a un certain plaisir, un certain engouement. Également, le roulis est très bien maîtrisé grâce à la suspension pneumatique et résultat, ben, on a un véhicule qui est franchement intéressant niveau tenue de route. C'est sûr, on est loin d'une sportive, mais on a un certain agrément en tenue de route et j'aime vraiment ça. Et une autre chose qui est cool, c'est qu'on n'a pas besoin de le mettre en mode ultra sport, whatever. Le mode normal fait amplement le travail pour ça. Maintenant, revenons à ce que je disais plus tôt. 1000 chevaux, 1200 livres pieds de coupe, 9600 livres. Voyons voir comment ça avance. Ça n'a aucune logique. C'est un véhicule qui est extrêmement rapide. 0-100 en 3,3 secondes, je vous le rappelle. C'est très, très, très rapide. Là, l'accélération que je vous ai montrée, je n'étais pas en mode sport. Là, je l'ai mis en mode sport. Donc, êtes-vous prêts? On y va. Ça n'a pas de logique. C'est d'une violence et rapidité inouïe. En mode sport, dans le fond, la puissance est livrée beaucoup plus violemment qu'en mode normal et on a une meilleure réponse de l'accélérateur. Donc, ça accélère encore plus et le derrière s'écrase. Avant même que le véhicule décolle, le devant se lève. On commence à regarder le ciel avant même que le véhicule décolle. C'est ridicule comment il y a de la puissance dans un véhicule aussi gros. On annonce un 0-100 en 3,3 secondes. J'y crois. Et c'est très rapide pour une voiture, mais 3,3 secondes pour un building, c'est encore plus rapide. Et c'est un véhicule qui accélère plus qu'il freine. Franchement, c'est ce qui fait peur, c'est que lorsqu'on relâche le pied après une accélération, qu'on appuie sur les freins, mettons qu'on appuie fort, ben on n'a pas l'impression que ça freine autant. Donc, c'est pas très rassurant, ça fait peur. Et dans le fond, on passe de comme ça en accélération à comme ça au freinage, parce que c'est juste, ça n'a jamais vraiment été conçu pour accélérer autant que ça, même si ça a la motorisation pour le faire. Et c'est vraiment excitant à faire. Franchement, là,
Moi, j'adore. Ah ouais, Donald. Au final, la conduite du Hummer EV, c'est ce qui va amener plusieurs acheteurs vers ce véhicule-là. On a vraiment une expérience de conduite unique. On a un véhicule qui est excessivement maniable et très rapide. Maintenant, on va aller parler prix parce que ça coûte très cher un Hummer EV. Donc maintenant, parlons prix. On va se concentrer sur la version camion. J'aimerais ça faire une vidéo de la version VUS. Je travaille à en avoir un, probablement cet été. Donc, le GMC Hummer EV camion a deux versions offertes. Le 2X, qui vient dans le fond avec deux moteurs, et le 3X. Non, ce n'est pas une version érotique. C'est pour dire qu'elle a trois moteurs. Les prix comprennent les taxes. On n'a pas de taxe de luxe parce que le véhicule est tellement lourd qu'il est classifié véhicule de travail et donc, résultat, il n'y a pas de taxe de luxe. Donc, la version de base 2X avec les taxes sans option, 154 333,24 $. On pourrait acheter des options, je pense au groupe Sport qui est environ 2000 $, le groupe Commodité qui est 8500 $, etc. Le groupe hors route avec les taxes, c'est 13 216,38 $. Donc, vous voulez aller dans le bois avec votre Hummer EV, bien, vous êtes rendu à 167 500 $ environ, taxes comprises, pour aller dans le bois. Pas sûr vous allez y aller. Nous autres, on avait la version 3X, donc 3 moteurs, qui débute à 184 801 $ et 62 sous. À ce moment-là, on se retrouve avec 1000 chevaux, 1200 livres-pieds de course. C'est principalement ça la différence. Et on peut rajouter des options, encore une fois, le groupe hors route, etc. Nous, on avait le pack Omega, qui est seulement offert avec la version 3 moteurs, qui coûte avec les taxes 30 922,53 $. Dans le fond, on vient mettre tous les groupes dans le véhicule et on vient lui donner des options exclusives comme la couleur, les roues, pour lui donner vraiment un look baroudeur vraiment plus cool. Et au total, avec le pack Omega, etc., le prix monte à 211 694,27 $. Pour un véhicule qui est supposé aller dans le bois et qui a un intérieur assez entrée de gamme, merci. C'est très cher. Ceci étant dit, le Hummer H1 à l'époque, qui avait un intérieur encore plus rudimentaire, qui était beaucoup moins avancé technologiquement, qui était juste un gros bloc solide, ben c'était 150 000 $ US. Plus taxes. Donc, on est à peu près dans les mêmes prix. On en obtient pas mal plus par rapport au Hummer H1, mais c'est une grosse facture et c'est très cher. Au final, qu'est-ce que j'ai pensé du GMC Hummer EV camion? Ben, c'est comme ton ami que tu amènes juste dans les parties. Tu ne l'amèneras pas dans un souper de famille ou quoi que ce soit parce qu'il est trop extrême, mais pour aller dans un party, c'est lui qui t'appelle. C'est exactement ça le GMC Hummer EV. Ça va rejoindre une clientèle très spécifique, des gens qui sont vraiment intéressés par le produit. Il y a beaucoup de hic à avoir ce véhicule-là. 1h30 pour une charge rapide, ça rend les longs trajets très longs. Bref, c'est vraiment plus un jouet qu'un véhicule rationnel. Personnellement, je l'adore. C'est mon véhicule électrique préféré à ce jour. J'adore ce véhicule-là. Je l'ai plus aimé que le Cybertruck. Je l'ai plus aimé que d'autres véhicules qui s'en viennent. Mais c'est vraiment pas pour tout le monde. Et la facture est excessivement salée, ce qui va venir limiter sa diffusion. Et c'est tout à fait normal parce que, comme j'ai dit, ça ne rejoint pas tout le monde. Donc, abonnez-vous. On s'en vient avec plein d'autres contenus. Également, le Salon de l'Auto. Je vais être présent tout le premier week-end du Salon de l'Auto. Donc, si vous voulez venir me voir, écrivez-nous à la page CarPop et on va pouvoir s'organiser un rendez-vous. Sinon, je vous souhaite une bonne année et j'espère vous revoir au courant de l'année.